De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, Togo, mon pays, te voilà libre enfin. Libre d'être toi-même, libre enfin, dans la dignité retrouvée, de prouver et d'affirmer ta personnalité. Des mots forts, hein, prononcés par Sylvanus Olympio pour l'indépendance du Togo en 1960. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans la vie et le destin de cet homme, Sylvanus Olympio, le tout premier président du Togo. Une figure vraiment singulière, avec un parcours incroyable et une fin tragique. Et pour cette exploration, on s'appuie sur un article qui retrace son histoire. Sylvanus Olympio, la vie et l'assassinat par la France du premier président du Togo. L'idée, c'est de comprendre son chemin vers le pouvoir, ce qu'il a fait, et puis les circonstances très troubles de sa mort. L'article le présente comme le premier président africain assassiné après l'indépendance. Il lie ça directement à son opposition au franc CFA. Oui, c'est une analyse assez dense qui nous attend. On va suivre le fil de sa vie, effectivement. D'abord, ses origines, qui sont déjà assez étonnantes. Ensuite, sa longue lutte pour l'indépendance, les choix, les tensions aussi pendant sa présidence, son conflit de plus en plus ouvert avec la France postcoloniale, et puis bien sûr les événements de janvier 63, son assassinat. C'est une histoire qui éclaire pas mal de choses sur l'époque. Commençons par le début alors, ses racines. L'article décrit un héritage familial assez fou quand même. Côté paternel, un grand-père négociant brésilien, d'origine portugaise et amérindienne, qui avait fait fortune dans le commerce, y compris celui des esclaves apparemment. Ce grand-père épouse une princesse Yoruba du Nigeria. Leur fils, donc le père de Sylvanus, métis, on revient du Brésil, s'installe au Togo, fait fortune aussi, et épouse une femme Mamprousi. Et Sylvanus naît en 1902 à Pando, dans le Togo, qui était allemand à l'époque. Une famille déjà riche, influente. C'est un mélange assez incroyable, oui. Et au-delà de l'anecdote, on peut penser que cette diversité d'origine, ça a pu forger une vision du monde plus ouverte peut-être, moins centrée sur un seul modèle. Et puis il y a le contexte crucial. Après la Première Guerre mondiale, le Togo allemand est partagé entre la France et la Grande-Bretagne. L'Ouest, là où il est né, Pando, ça passe sous mandat britannique. L'Est, sous mandat français. Et cette division, faite sur une carte, eh bien, elle coupe en deux le peuple. C'est une blessure qui va vraiment motiver son engagement politique plus tard. Et son parcours éducatif et pro, ça renforce cette dimension internationale. Il part jeune, 18 ans, faire de l'économie à Londres, à la LSE, puis du droit international en France, à Dijon, et à Vienne en Autriche. Donc il parle anglais, allemand, français, en plus des langues locales. Un profil assez cosmopolite. Tout à fait. Et il est recruté par Unilever, le géant anglo-néerlandais. D'abord en Angleterre, puis au Nigeria. Et puis, moment clé que rapporte la source, en 1932, Unilever le nomme à un poste de direction très élevé à Lomé, au Togo français. L'article insiste bien, hein, c'était rarissime pour un Africain à cette époque d'avoir un tel poste dans une multinationale européenne. Et ce statut, cette réussite économique, ça lui ouvre les portes de la présidence de la Chambre de commerce de Lomé. Attendez, ce passage sur l'Unilever est quand même frappant, non? Arriver à un tel poste en 1932 pour un homme noir, Ah oui, absolument. ça le positionne des gens cognifièrement. Ce n'est pas le parcours classique du futur leader indépendantiste formé juste dans le moule français. Exactement. Et c'est sans doute une de clés que met en avant l'analyse qu'on étudie pour comprendre son indépendance d'esprit plus tard vis-à-vis de Paris. Il n'est pas juste issu du sérail administratif français, quoi. Cette expérience internationale, cette aisance dans le monde anglo-saxon germanique, ça lui donne une autre perspective, d'autres réseaux. C'est un point important pour la suite, effectivement. Et c'est depuis cette position qu'il entre en politique. Il écrit dans les guides du Togo et surtout, il cofonde le comité de l'unité togolaise, le QT. Au début, d'après l'article, c'était plus une association culturelle, sociale, pour défendre les Togolais, promouvoir l'unité des EV divisés. Mais très vite, sous son impulsion, le QT devient le grand mouvement pour l'indépendance et la réunification des deux Togos. D'ailleurs, ça lui vaut d'être arrêté en 1942 par l'administration française de Vichy. Oui, parce qu'on le soupçonnait d'être pro-britannique. C'est ça. Après la guerre, tout change. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les indépendances qui se profilent. Le CUT devient un vrai parti politique. Il gagne les élections. Et fort de ce soutien populaire, et comme porte-parole des Ewe des deux côtés,
Olympio va chaque année à l'ONU, à New York, plaider pour la réunification. C'est là, raconte l'article, que les pressions françaises s'accentuent. Unilever, sûrement sous influence, le mute à Paris. Puis, c'est l'ultimatum. La carrière ou la politique. Il choisit le Togo, il démissionne d'Unilever. Quand même un sacré sacrifice perso. Mais l'administration coloniale française, elle ne lui déroule pas le tapis rouge, c'est le moins qu'on puisse dire. L'article parle de manœuvres constantes pour le bloquer. Il est même question de trucages électoraux pour favoriser d'autres partis plus conciliants, notamment le parti togolais du progrès, le PTP. Et détail piquant, ce PTP est dirigé par son propre cousin, Pedro Olympio, et son beau-frère Nicolas Grunitzky, des rivalités familiales bien utilisées par le pouvoir colonial, on dirait. Oui, l'analyse pointe ça. Une stratégie assez classique, diviser pour mieux régner. Jouer sur les ambitions, les liens de famille. Mais un autre événement va compliquer les choses pour Olympio. En 1956, référendum au Togo britannique. Et la population choisit de rejoindre la Gold Coast voisine, qui va devenir le Ghana de Nkrumah. Pour Olympio, c'est un coup terrible. Son grand projet, la réunification, ça devient impossible. Il perd sa région d'origine politiquement. L'article suggère que ça va empoisonner durablement ses relations avec Nkrumah. Il se méfiera toujours de ses ambitions panafricanistes qu'il voyait comme une menace pour le petit Togo. D'accord. Donc échec sur la réunification, mais la marche vers l'indépendance du Togo français, elle, continue. En 58, nouvelles élections, cette fois supervisées par l'ONU, considérées comme libres. Oui, Et là, victoire écrasante du CUT. Olympio devient Premier ministre du Togo autonome. Pas encore indépendant, mais autonome. Et c'est là qu'arrive cet épisode assez hallucinant, raconté dans la source épée. La France exige que le Togo rembourse 800 millions de francs de l'époque pour les investissements et les dépenses de la colonisation. En gros, faut payer la facture coloniale, quoi. c'est une illustration assez crue de ce qu'on a appelé les dettes coloniales, une façon de maintenir une dépendance économique dès le départ en fait. Mais Olympio, décrit comme très nationaliste, très fier, il relève le défi. Il mobilise le pays, gestion hyper rigoureuse, et pendant 2 ans, le Togo trime pour rembourser. Une fois la dette payée, la voie est libre. 27 avril 1960, indépendance. Et Sylvanus Olympio devient le premier président. Une fois président, quelle politique il mène? L'article souligne d'abord sa réputation de gestionnaire très très rigoureux des finances. D'ailleurs, il était aussi ministre de l'économie. Le Togo était financièrement sain au début. Par contre, sur le plan politique intérieur, ça se tend. Mhm. Son ancien allié, le parti Juvento, est interdit. Des opposants sont arrêtés suite à un présumé complot. Son beau-frère et rival, Grunitzky, part en exil en France. On commence à parler de dérive autoritaire. Oui, bon, il faut peut-être replacer ça dans le contexte de l'époque. Construire un État après la colonisation, c'est compliqué. Consolider le pouvoir, l'unité nationale, tout en respectant les libertés, c'est un équilibre très difficile à trouver pour beaucoup de jeunes nations africaines. L'article ne nie pas ces tensions, mais il les replace un peu dans ce cadre. Mais c'est surtout sa politique étrangère et ses choix économiques qui vont le mettre en conflit avec Paris, si on suit la source. Olympio développe des liens avec les voisins, Nigeria, Bénin, mais aussi avec d'autres puissances occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne de l'Ouest. Et puis, décision clé en 1962, il crée la Banque centrale du Togo. Ah, voilà. L'étape technique pour pouvoir créer sa propre monnaie, et donc potentiellement sortir du franc CFA. Et là, justement, on touche au nœud du problème selon l'article. Il faut bien comprendre ce qu'était le franc CFA et plus largement la France-Afrique de Foccart et de Gaulle. L'idée, c'était quoi? Indépendance politique, oui, mais on garde une influence économique, monétaire, militaire, culturelle très forte. Et le franc CFA, c'était un outil clé de ce contrôle. Obligation de déposer une partie des réserves au Trésor français, politique monétaire décidée à Paris, etc. En sortir, c'était remettre en cause toute cette architecture. Et Sylvanus Olympio, il ne correspondait pas du tout au profil de dirigeant que Paris voulait? C'est ce que l'article avance très clairement, oui. Il était vu comme trop indépendant, trop nationaliste. Son parcours, on l'a vu, était atypique. Éduqué hors du moule français, à l'aise en anglais, en allemand. Marié à une Togolaise d'origine germano-polonaise. Des affinités avec les USA, l'Allemagne. L'auteur le met en opposition avec d'autres, comme Reba au Gabon ou Senghor au Sénégal, présentés comme plus déférents vis-à-vis de la France. Lui, il voulait une vraie souveraineté. L'article donne des exemples concrets.
Il aurait refusé les accords de défense secrets proposés par la France, qui instauraient une sorte de tutelle militaire. Il cherchait à diversifier ses partenaires économiques. L'auteur dit qu'il avançait ses pions intelligemment, sans agressivité. Contrairement à ses coutourés en Guinée qui avaient choisi la rupture brutale. Lui, c'était plus progressif. Mais cette stratégie graduelle, elle était quand même vue comme une menace par les tenants de la France-Afrique, toujours d'après la source. Sa détermination à rompre les liens et surtout, sa décision de créer sa propre monnaie, apparemment avec une promesse d'aide technique de l'Allemagne de l'Ouest. Ça aurait été vu comme un sacrilège. La ligne rouge, la sortie programmée du CFA, s'est présentée comme la goutte d'eau. Et c'est dans ce contexte de tension maximale qu'arrive l'événement, qui va servir de déclencheur ou de prétexte. Fin 1962, des soldats togolais qui avaient servi dans l'armée française rentrent au pays. Indochine, Algérie. Ils demandent à intégrer la petite armée togolaise. Parmi eux, un certain sergent Gnassingbé Eyadema. L'article affirme que leur demande était soutenue par un envoyé de Phocard, le commandant Métrier, et par l'ambassadeur de France, Henri Mazoyer. Mais Olympio, méfiant, refuse cette intégration massive. Et ce refus va être la justification affichée du putsch. Nuit du 12 au 13 janvier 1963, un commando d'une trentaine de ces ex-militaires, mené par Eyadema, attaque la résidence privée d'Olympio. Une résidence très peu protégée, juste 2 policiers, mais la porte d'entrée résiste au tir, ça lui laisse le temps de s'échapper par derrière, en bermuda et chemise. Il escalade le mur et il se réfugie dans l'ambassade des États-Unis juste à côté. Il se cache, nous dit la source, dans une voiture américaine dans la cour. Pendant ce temps, les assaillants sont chez lui. Il tire en l'air, il menace sa femme, Dina Grunitsky-Olympio, pour savoir où il est. Elle dit qu'elle ne sait pas. Et c'est là que le récit, ce que dit l'article, devient vraiment troublant sur le rôle des ambassades. L'ambassadeur américain est alerté, peut-être par son collègue français, suggère l'article. Il sort vérifier. Il croise les putschistes, puis il trouve Olympio dans la voiture. Il lui aurait dit de rester caché là, puis serait rentré dans l'ambassade. S'ensuit, d'après l'auteur, une nuit de coups de fil intense entre Lomé, Paris, Washington. Le sort d'Olympio se joue dans ces tractations diplomatiques. Et il y a ce détail glaçant rapporté par l'article. Vers 6 h du matin, heure de Paris, France Inter annonce qu'Olympio a été assassiné. Alors qu'à ce moment-là, il est toujours vivant, caché dans l'ambassade US. Comment l'expliquer? L'article y voit un indice d'un scénario écrit à l'avance, quoi. Peu après cette annonce radio, c'est le dénouement. Toujours selon la source, Olympio est sorti de l'ambassade américaine. Comment exactement? C'est flou. L'article suggère qu'il aurait été remis ou guidé vers les militaires qui attendaient devant le portail. Il est emmené, pieds nus, vers le camp militaire principal, le camp Rite, encadré à l'époque par des conseillers français. Et c'est là, dans le camp, vers 7h15 du matin, qu'il est abattu. 3 balles. Qui a tiré? Eyadema l'a revendiqué pendant longtemps, assez fièrement même, puis s'est rétracté en 92. L'article mentionne aussi le rôle possible du commandant Métrier, l'envoyé de Phocard présent à Lomé. Le corps d'Olympio est ensuite transporté et enterré discrètement à Agoué au Bénin. Et les conséquences politiques sont immédiates. Le pouvoir est donné à Nicolas Grunitsky, le beau-frère, le rival, jugé beaucoup plus pro-français. Il reste 4 ans. Puis il est renversé en 67 par un autre coup d'État, mené par Eyadema cette fois. Et là, c'est le début d'un régime qui va durer 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. Son fils, Faure-Gnassingbé, prend la suite. Il est toujours au pouvoir. Et le Togo, qui portait cet espoir d'indépendance réelle, reste un des pays les plus pauvres. Sylvanus Olympio reste donc le premier président d'un pays africain indépendant assassiné en fonction. Si on met à part Lumumba au Congo en 61, mais c'est un peu différent, et l'analyse qu'on a suivie le présente comme le premier dirigeant tué pour avoir voulu sortir du franc CFA, avant Modibo Keïta au Mali, quelques années plus tard, qui a connu un sort similaire. Encore une fois, c'est important de le dire, les affirmations sur l'implication française directe, ça vient de la source qu'on a étudiée. On rapporte ces éléments, on ne les valide pas nous-mêmes. Donc pour résumer, on a vu ce parcours vraiment hors norme de Sylvanus Olympio, ses origines, son combat pour l'indépendance, sa vision d'une vraie souveraineté pour le Togo, surtout économique et monétaire. Et on a vu comment, d'après l'article, cette ambition a violemment heurté les intérêts de l'ancienne puissance coloniale jusqu'à son assassinat. Ouais, son histoire, telle que racontée ici, c'est une illustration assez poignante du prix que certains leaders ont pu payer pour une indépendance totale, pas juste de façade. Ça met en lumière de façon assez crue les mécanismes présumés de la France-Afrique, ce système d'influence.
Et ça souligne l'enjeu stratégique énorme du contrôle monétaire. L'accusation d'une responsabilité française directe dans sa mort, avancée par la source, c'est évidemment l'élément le plus fort, le plus controversé de cette analyse. Et tout ça nous laisse avec une question, au fond. Qu'est-ce que serait devenu le Togo et peut-être d'autres pays si des leaders comme Olympio, décidés à maîtriser leur destin économique, avaient pu aller au bout? Est-ce que son sort tragique nous dit quelque chose sur les obstacles qui persistent, même aujourd'hui, pour atteindre une indépendance vraiment complète, pas seulement sur le papier? C'est une question qui reste ouverte, j'ai l'impression.